Je vous mets en garde. Je suis philosophe, donc mon propos sera pour une part abstrait, et je suis fatigué, donc il sera un peu balbutiant. Philosophe, donc je viens des Grecs, mais j'ai fait le choix d'un pas de côté par la Chine. Donc j'ai cette nature un peu hybride de philosophe, helléniste et sinologue. Et je vais essayer aujourd'hui de présenter ce qu'est un peu mon dernier essai sous un titre qui peut effrayer, puisque j'ai créé un mot pour cela, sous le titre de « décoïncidence ». Alors c'est une hésitation, vous l'imaginez bien pour les philosophes, de créer un mot nouveau. Kant se pose la question, au début de la dialectique transcendantale, en disant qu'au fond on n'a pas vraiment le droit de faire cela, et c'est pour ça que pour dire quelque chose de nouveau lui-même, il se rabat sur le terme d'idée platonicien. Mais j'ai cru qu'il fallait que je prenne ce risque de hasarder donc un néologisme, un terme nouveau, qui, de façon surprenante, rejoint tout ce que vous avez dit ce matin, en tout cas me semble-t-il, et principalement le terme d'émergence, que je vais donc reprendre dans sa processualité sous ce concept de décoïncidence. Au fond, pour faire apparaître une idée toute simple, c'est pour faire apparaître comment coïncider, entrer en adéquation, paraît satisfaisant, certes, mais n'est plus viable. En tout cas, n'est pas vivable. En tout cas, n'est pas fiable. Que c'est en décoïncidente avec soi-même ou par écart que du réel émerge et se promeut, ouvrant un nouvel avenir. Autrement dit, que l'adéquation, en s'accomplissant, rencontrait sa limite, autrement dit sa butée, et est stérile. Donc je cherche un concept qui aille en amont de ce qui s'étale en rupture, parce qu'on dit la rupture, l'évolution, mais en amont. D'où vient processuellement cette possibilité du nouveau? Et surtout, on éclaire la possibilité de l'intérieur. Oui, car la rupture, la révolution, si vous voulez, sous son aspect spectaculaire, n'est que coup d'éclat et que résultat. Décoïncidence serait donc ce concept génétique et logique à la fois, qui rencontre processuellement comment c'est du fait même qu'il est satisfait que l'adéquat est conduit à se défaire. Comment c'est du fait même qu'il est satisfait, non pas sur un mode causaliste explicatif, invoquant quelques facteurs extérieurs, mais par avènement immanent, par autodéploiement, de sorte que se rouvre un avenir. Se dire que du nouveau soit possible, la question que vous posiez. Car c'est du sein même de l'adéquation qui, se stabilisant, se stérilise, ou s'adaptant, se désactive, que s'introduit une désolidarisation vis-à-vis d'elle-même qui, défaisant sa normalité, rouvre la possibilité d'un avenir. Alors, ce concept s'illustre dans l'art, je dirais que c'est par décoïncidence, sorti de l'adéquation précédente, que l'art peut se rouvrir un avenir et se promouvoir. Ce concept a aussi une vocation éthique, en éclairant l'existence. Alors, existence, j'avance le mot, en le prenant littéralement, existere, dit latin, se tenir hors. Hors de quoi? Bien sûr, se tenir hors au départ, c'est se tenir hors de l'esprit de Dieu. Le sens premier d'existence, c'est le sens théologique des créatures qui existent, se tiennent hors de l'esprit du Dieu créateur, puisqu'elles sont envoyées en créature dans le monde. Mais si je sors de ce registre religieux, pour penser ce qui me paraît essentiel, se existere, se tenir hors de quoi? Exister, c'est quoi? Je dirais c'est se tenir justement hors de la coïncidence. C'est-à-dire hors de l'adéquation-adaptation qui, se comblant, s'obstrue, qui, saturant, ne laisse plus advenir et s'inventer. Vous voyez, je vais essayer de commenter rapidement ce matin une formule célèbre de Shakespeare, « out of joint », sortir des gonds, déjointer, pour y penser non pas à une fatalité de l'histoire, mais au contraire, la possibilité d'un commencement. Bon, je parlerai dans l'abstrait puisque je suis philosophe, mais les philosophes peuvent illustrer
voire recourir à des récits. Je dirais le premier récit, premier de tous les récits pour nous, occidentaux, dans la Bible, la première scène, Adam et Ève. Adam et Ève, dans le premier temps, coïncident. C'est ça le paradis, ils coïncident, ça baigne, n'est-ce pas? Et finalement, manger la pomme, c'est ouvrir la décoïncidence. Manger cette pomme, c'est donc, je montrerai, prendre conscience, se voir nu. Donc introduire une décoïncidence qui fasse faille dans ce paradis, dans cet Éden. Et par là, ils sont, comme vous savez, chassés, donc ils sont contraints à exister, à se tenir hors cette coïncidence, qui va donc les promouvoir en sujet d'histoire, bref, ouvrir une possibilité. Alors c'est cette ligne-là que je vais essayer de suivre ce matin, mais en m'arrêtant d'abord sur ce mot de coïncidence. Parce qu'une chose est claire, c'est que ce mot ne coïncide pas. Puisqu'il y a deux sens à coïncidence, il suffit d'ouvrir le dictionnaire. Coïncider dans son premier sens, hein, c'est le sens de la géométrie, quand deux surfaces se recouvrent complètement. Elles coïncident. Premier sens du mot, premier sens au sens historique. Donc là, il s'agit d'une adéquation parfaite. En même temps qu'il y a un second sens, qui reprend le latin, incidere tomber, cadere tomber, incidere, co-incidere, tomber ensemble, quand vous dites une pure coïncidence. Quelle rencontre, quelle coïncidence. Où là, ce n'est pas du tout l'aspect adéquat, adapté qui est en jeu, mais l'aspect fortuit, indéterminé. Donc ce mot ne coïncide pas, et nous instaure dans ce jeu qui me paraît essentiel à penser, entre le fortuit et l'adapté. Ce qui n'est pas la vieille opposition grecque de tuké et ananké, de la nécessité et du hasard, mais qui est celle, au fond, du fortuit et l'adapté, donc de l'événementiel et du structurel. Comment articuler les deux? C'est là qu'il y a la difficulté. Or, le terme de coïncidence nous met dans cette difficulté. Je citerai à cet égard un roman que vous avez sans doute tous lu, un des grands romans français du 19e, qui m'a d'abord laissé insatisfait. C'est L'éducation sentimentale de Flaubert. Parce que c'est un roman où les choses arrivent toujours pile. N'est-ce pas? C'est toujours à tel moment que telle chose se fait. Il y a donc, c'est un roman de succession quasi systématique de coïncidences. C'est au moment même où Frédéric reçoit la lettre d'invitation de M. Arnoux que son ami arrive à Paris. Donc voilà, pas de chance. Et puis c'est comme ça tout le roman, avec une surdétermination de coïncidence. Or, qu'est-ce que veut dire Flaubert? C'est ce qui m'est venu après coup. Par cette surdétermination de coïncidence, c'est au moment même, par exemple, où Frédéric rentre dans sa petite ville pour se rapprocher de peut-être épouser Louise, qu'il la voit sortir de l'église au bras de son ami préfet. Il faut le faire, ça. Et aussitôt, il repart à Paris, et il arrive juste au moment où il voit Sénécal abattant des lauriers. Enfin bref, tout est toujours par coïncidence systématique. Or, je crois que Flaubert veut dire une chose, à travers cette surdétermination de coïncidence événementielle, le manque de coïncidence structurelle. C'est-à-dire que l'amour est impossible. La scène fameuse où enfin Frédéric et Madame Arnoux peuvent se joindre, vont s'étreindre, arrive justement en coïncidence, pure coïncidence, la rivale craquement sur le plancher et qui rompt donc cette coïncidence. Donc Flaubert a réfléchi sur ce rapport, plutôt ce hiatus, entre coïncidence structurelle et coïncidence événementielle. Belle scène à la fin, juste après, de la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est la décoïncidence théâtrale, si vous voulez. Tout ce qui coïncidait avec le corps et l'intime de cette femme se trouve comme ça, dispersé. Bon. Donc je crois qu'il y a, ce terme nous met coïncidence dans cette difficulté d'articuler l'événementiel et le structurel. Parce qu'il y a à la fois le fortuit et l'adéquat. Alors, je vais revenir sur ce que vous avez dit, parce qu'au fond, il n'y avait pas effectivement de meilleure introduction ou de meilleure conclusion à mon propos que le vôtre.
Est-ce que vous avez dit que maintenant ce matérialisme non réductionniste, qui est la grande affaire de la philosophie, pour essayer de montrer qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a au commencement? Ce n'est pas la coïncidence, c'est la décoïncidence. Donc je dirais, de façon un peu brutale, si je prends l'expression du Faust, au commencement était, je dirais au commencement était la décoïncidence. On pourrait croire l'inverse. On pourrait croire que c'est la coïncidence qui est première, que quelque chose rencontre quelque chose. Qu'il faut qu'une chose tombe par hasard sur une autre pour qu'un premier effet s'en suive. Ou alors, si je prends l'autre sens de coïncidence, qu'il faut qu'une adaptation se mette en place, qu'une adéquation s'instaure pour qu'une conformité en découle, de sorte que ce qui survient n'avorte pas, mais soit viable, premier à développement. Mais je crois que si l'on pense ainsi, en mettant la coïncidence au départ, eh bien, on ne peut pas rendre compte de la condition de possibilité de ce que vous appelez l'émergence. Donc, comment penser ce matérialisme non réducteur? Je pense que un de ceux qui ouvre la voie, c'est Lucrèce. C'est Lucrèce parce que Lucrèce fait passer en latin le matérialisme d'Épicure, donc les atomes. Et les atomes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent comme la pluie, n'est-ce pas? Également verticalement. Parce que c'est dans le vide. S'il y avait la moindre consistance à l'espace qu'elle traverse, les plus lourds tomberaient les premiers. Mais non, comme c'est le vide, tous tombent également dans la même verticalité. Donc les atomes ne se rencontrent pas. Ils ne coïncident pas. Donc il n'y a rien. Et c'est là que Lucrèce a cette idée qu'on a tant critiquée, mais je trouve géniale, de penser le fameux clinamen, cette déviation, je dirais autrement, cette décoïncidence, qui fait qu'il y a une légère déviation qui ne met pas en cause le rectiligne, la verticalité de la chute des corps, mais qui l'infléchit discrètement et qui fait que, un atome peut rencontrer un autre, qu'ils peuvent se frapper, comme dit Lucrèce, et donc commencer à constituer des corps, à constituer des mondes. Donc cette hypothèse du clinamen, de cette légère inclinaison, qui échappe à notre attention, mais néanmoins suffisante, voyez, comme vous disiez, ne pas se laisser aller au réductionnisme, laisser ouvert le matérialisme. Je crois que c'est ce que fait magistralement Lucrèce, n'est-ce pas, par cette conception du clinamen, comme cette légère déviation échappant, si réduite qu'elle échappe à notre attention, mais néanmoins suffisante pour que, au lieu que les corps ne continuent éternellement de chuter de façon parallèle et ne se rencontrent jamais, la possibilité initiale d'une rencontre par collision advienne, d'où ensuite tout découle. Vous me direz si je suis clair ou pas, parce que je suis fatigué et je ne voudrais pas être seul dans mon discours, donc je voudrais que cela puisse progressivement vous parler. Donc, cette hypothèse, à laquelle en vient ainsi logiquement Lucrèce, d'une décoïncidence initiale par rapport au mouvement assigné des corps, et ce sous la représentation d'une déviation minimale de leur trajectoire, ne fait donc pas trou dans la rationalité physique, mais tente audacieusement, au contraire, d'en éclairer plus intégralement à la fois la cohérence et la condition. Car il ne s'agit pas grossièrement d'introduire tant soit peu de désordre ou de mystère pour qu'un ordre donné soit non plus vain mais productif, mais de penser comment passer l'un à l'autre, de penser comment, pourquoi il faut desserrer tant soit peu la coïncidence au sens 1, d'adéquation-conformité, décoïncider d'un ordre où tout coïncide avec soi selon sa norme légitime, ici la verticalité de la chute des corps, pour qu'une coïncidence au sens 2, de rencontre adventice, puisse avoir lieu et que, par écart d'avec cette légalité, une possibilité puisse émerger. Mais émerger, j'y viens naturellement. C'est donc toujours en ouvrant tant soit peu d'écart vis-à-vis d'un ordre où tout est en accord et coïncide, est en adéquation et parfaitement adapté, c'est-à-dire par décoïncidence, si discrète soit-elle, vis-à-vis d'une régularité assignée, que quelque chose, par rencontre incidente, peut advenir, et de même qu'une initiative
comme où l'art singulier peut s'affirmer. Oui, et qu'une initiative peut s'affirmer, c'est là ce qui me paraît le plus précieux. C'est comment Lucrèce, justement, articule la liberté avec la décoïncidence. Parce que, alors, vous savez, on a critiqué, depuis Cicéron jusqu'à Bergson, jusqu'à Nizan, cette sorte de trou fait dans le rationalisme, matérialisme, par cette pensée du clinamen, de cette légère déviation. Mais je crois que c'est une condition nécessaire, ce clinamen, pour penser la liberté à partir de son ancrage physique. Non pas une liberté donc métaphysique, projetée ou postulée, mais une liberté qui, justement, émerge de l'insertion au sein même du physique. Et c'est ce que fait magistralement Lucrèce quand il parle de la libera voluntas, n'est-ce pas, de ce jeu. Donc il y a un jeu au sein même de l'implication physique, qui est ce jeu que déploie la dimension éthique. Alors maintenant, si je change de scène et que je quitte la scène physique et que je prends le parti d'appeler cette décoïncidence originaire, la portant à l'absolu, si je l'appelle Dieu. Si nommer Dieu aujourd'hui peut avoir un sens, c'est certainement en nommant Dieu la décoïncidence. Du moins, le christianisme est-il cette religion singulière où Dieu, le Père, décoïncide avec lui-même, en son Fils, pour se promouvoir activement en Dieu, en tant qu'esprit, comme on dit. Ou bien encore, lui, le vivant, décoïncide de lui-même en mourant sur la croix pour promouvoir la vie vivante, autrement dit éternelle. C'est-à-dire que Dieu décoïncide avec soi pour se mettre en tension de Dieu et s'activer en Dieu. Si je dis autrement, car Dieu, coïncidant avec soi, adéquat à soi, en cohésion et parfait recoupement de soi-même, est stérile. Ou disons qu'il est en impuissance de Dieu. Mais c'est dans la mesure où, de lui-même, il ouvre un écart d'avec lui-même qu'il s'effective en Dieu. Bon, tout ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est le prologue de Jean. Le prologue de Jean, vous savez, qui dit que le logos est un rapport pros tontéon, rapport à Dieu, mais que le logos est Dieu. Donc vous voyez cette singularité du christianisme qui pense Dieu décoïncidant de lui, Dieu le Père décoïncidant son Fils, mais qui est Dieu. Dieu l'Éternel décoïncide en mourant sur la croix, Dieu le Maître souverain dans cette crucifixion d'esclaves. Le prologue de Jean l'expose de façon magistrale par la décoïncidence initiale qu'il introduit entre le Logos et Dieu, qui en même temps, cependant, sont le même. D'où ce fameux enarché, premier terme du prologue de Jean. Le Logos qui est face à Dieu, prostantéon, signifie quoi? C'est que Dieu emboîté en Dieu, Dieu complètement adhérent à lui ou congruent avec lui-même, c'est-à-dire avec ce qui deviendrait fatalement son essence, c'est-à-dire sans distance intérieure, le désolidarisant de lui-même et l'ouvrant de l'autre, s'étiolerait ou s'inhiberait en Dieu. C'est pourquoi, dit Jean, tel que je le lis, au commencement était la décoïncidence. Alors, cette décoïncidence que Jean met ainsi en scène, c'est au fond ce qui va permettre d'articuler l'imparfait du été et l'aoriste du il advint. Comment articuler l'éternel et le temporel, l'éternel et historique, ce qui est la grande affaire du récit évangélique. Justement, c'est par cette décoïncidence qu'il instaure au départ qu'il peut ensuite articuler le il était, au commencement était le logos, et le il advint, il devint, il advint egeneto, je cite, tout devint à travers lui. Donc comment penser l'inscription du Christ dans l'éternité? C'est justement par cette décoïncidence par laquelle il entre, de sorte que c'est dans la décoïncidence de Dieu, ou parce que Dieu est décoïncidence, et non pas médiation, comme dans le registre hegelien, que ce qui est sans rapport entre en rapport. Sans rapport comme était et advint. L'être et le devenir, pensez bien en grec, n'est-ce pas, où le devenir et l'être ne se touchent pas, n'est-ce pas? Donc,
au point que ce qui est sans rapport entre en rapport, que transcendance et immanence, selon les termes d'usage, peuvent se rencontrer, ou qu'une histoire de Dieu est possible. Alors, c'est ce que fait tout l'évangile de Jean. Vous voyez, quand il lit notamment cette formule, formule de décoïncidence par excellence, quand il dit « qui aime sa vie la perd ». Mais qui est sa vie dans ce monde, la retrouve la vie éternelle. Qui est sa vie la perd, ce n'est pas à comprendre de façon psychologique, mais qui s'attache à sa vie, qui adhère à sa vie, qui donc est dans cette coïncidence à sa vie, la perd. Et c'est au contraire, en sortant exister, en sortant de cette coïncidence à soi, qu'il y a promotion de soi. De même, quand le Christ dans Jean dit « Je me retire et viens vers vous », formule magnifique. Je me retire, upago kai erkomai prosumas. C'est en me retirant que je viens à vous. Bon, je crois que toute expérience du couple, toute expérience, disons, de ce qui est la relation qui ne s'abîme pas en relation, c'est cela, n'est-ce pas? Comment le retrait donne accès. Bon, je ne vais pas faire du Heidegger à ce propos, mais je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est d'éviter la scène de l'origine pour penser la condition de possibilité de l'origine. Non plus la mettre en scène, mais penser à sa condition de possibilité. Je n'ai pas le temps, je crois, notamment d'ajuster ce concept de décoïncidence avec ce que Derrida a appelé la différence. Et néanmoins, c'est du même ordre. C'est du même ordre, puisque la différence, au sens derridien, avec un A, faisant entendre le verbe différer, en tant que renvoi et que différer, défait la possibilité de l'étant présent, que signifie être, être présent, comme on le dit depuis les Grecs, et que de même la décoïncidence défait ce que le fait même de coïncider constitue en soi d'essence et d'identité. Dès lors, ce que l'un et l'autre concept instaurent comme originaire, c'est non pas un principe, comme dans la métaphysique, ou bien un grand commencement, comme dans le récit théologique, mais un jeu, J-E-U, bien sûr, un jeu foncier. Jeu de différence, comme dit Derrida, ou pour la décoïncidence, entre le fortuit et l'adéquat. En tant que commencement sans commencement, défaisant continuellement ce qui n'a jamais par conséquent été fait, comme dit Derrida, ce jeu est celui-là même qui permet à la langue, dans le cadre de la différence, d'indéfiniment circuler, ou qui permet, dans le cas de l'existence, ce qui m'intéresse, dans le cadre de la décoïncidence, d'indéfiniment se déployer. Je pourrais écrire de la décoïncidence avec un A, pour rimer en quelque sorte avec la différence avec un A de Derrida. De là qu'elles ne se laissent saisir l'une et l'autre, décoïncidence ou différence, que au gérondif, en tant que mouvance et processus infini. Les deux concepts se rejoignent en somme en ce qu'ils dénoncent également une saturation ou un rempliment non viable. Je pense qu'on avait parlé aux psychanalystes. Le rempliment non viable. Faisant apparaître d'un côté un défaut de la présence, rendant toute présence impossible, de l'autre un défaut de la cohérence, rendant toute adéquation intenable. Ce que dit le concept derridien de différence, avec un A en définitive, c'est la coïncidence illusoire tant du côté du signe que de la présence. C'est-à-dire qu'un recoupement complet de l'un par l'autre, recoupement coïncidé, n'est-ce pas, en eux comme entre eux est impossible. Mais que c'est précisément cette impossible superposition, coïncidence dans son sens premier, qui permet d'inépuisablement opérer. Mais c'est la décoïncidence qui permet d'opérer. Bon, les deux concepts diffèrent dans la mesure où, dans la différence, il s'agit de l'impossible présentation du présent et de la décoïncidence, telle que je la traite, il s'agit de penser l'intenable adéquation. L'intenable adéquation. Alors, tout ça va être très hâtif, mais je vais marquer 2-3 points à ce sujet.
D'abord que vivre est décoïncider. On pourrait croire l'inverse, bien sûr. On pourrait croire que vivre en soi, c'est coïncider. Et que c'est là même la définition de vivre. Que être en vie, c'est être en coïncidence ininterrompue avec le monde comme avec soi-même. Cette coïncidence étant déjà ce qui constitue ma perception externe, l'esthésis, en même temps qu'interne, le pathéma, par laquelle je me sens vivre. On pourrait même dire que c'est pareil coïncidence, cette fois faisant coïncider ces deux sens, à la fois comme simultanéité et comme congruence, qui définit mon présent. Mais ce serait méconnaître principalement deux choses. Non seulement, ce qu'on sait tous, que cet instant présent, ne cessant d'échapper dans son écoulement, une telle coïncidence est par conséquent suspecte dans son principe, mais surtout que la capacité qui fait la possibilité même de la vie, à y regarder de plus près, est celle du contraire. Que c'est du fait de ne cesser de décoïncider, c'est-à-dire de défaire continuellement la coïncidence précédente, que procède le phénomène même de la vie, c'est-à-dire de la vie en tant qu'elle est vivante. Car il faut bien comprendre ce qu'est vivre en tant que renouvellement. Ce n'est pas en effet prolonger l'état antérieur, le faire durer, en vue de le perpétuer, car celui-ci, en perdurant, se sclérose, se défait étant à la mort. Mais c'est se détacher de l'état antérieur, se désolidariser de sa cohérence, et non pas la continuer, pour en faire advenir constamment un nouveau. C'est-à-dire que c'est décoller continuellement de l'adéquation qui a abouti à l'état dit présent, et par suite à son épuisement, pour amorcer à nouveau de la vie. Vivre, je résumerai, c'est décoïncider sans discontinuer de l'état précédent pour continuer de vivre. Il y a une formule qui le dit de façon étonnante, pourtant chez notre premier grand métaphysicien, Platon, mais qu'il dit à propos de la vie et du métabolisme. Quand il dit ceci dans le Philèbe, la phrase est très difficile à traduire, j'essaie de la rendre en français. L'entreprise de tout vivant est de tendre toujours à l'opposé de ce qu'éprouve présentement le corps. Or, Platon nous dit, vivre, c'est décoïncider. Or, ce concept de décoïncidence ne me paraît pas seulement déterminant. Oui, je le dis Platon parce que c'est étonnant. Platon qui est un de ceux qui instaure le plus la pensée de la coïncidence, de l'adéquation, de ce qui deviendra ensuite la pensée régnante, de la vérité comme adéquation de la chose et de l'esprit. Donc, Platon, dans son opération philosophique majeure, explicite, pense la coïncidence. Mais en même temps, c'est ça qui fait un grand philosophe, c'est qu'il a le soupçon de ce qui va à l'encontre de ce qu'il pense. Et ce soupçon, il le glisse là dans cette phrase du Philèbe qui, disons, détonne par rapport au choix majeur de sa philosophie. Mais là, à titre d'indice, il nous conduit à penser que, au fond, ce concept que j'essaie comme ça de configurer, de décoïncidence, n'est pas seulement déterminant pour comprendre la tension de la vie que pense ici Platon, mais pour éclairer le continuel renouvellement qu'est la vie. Et je voudrais le dire en deux mots, en revenant sur ce qu'on a appelé de façon classique la théorie de l'évolution. Ne serait-ce pas en effet, alors là je retrouve le concept d'émergence, ne serait-ce pas en effet par décoïncidences successives, tantôt plus abruptes et tantôt plus étalées dans la durée, que la vie s'est déployée sur Terre et que l'humain s'est promu et a pu enfin émerger, autrement dit, sa singularité apparaître. Car effectivement, on sait bien la critique qu'on a faite du concept d'évolution, quand on dit l'évolution des espèces ou l'évolution dont l'homme est issu. À cause du caractère linéaire et progressif de ce grand récit, si lacunaire encore, mais le seul qui nous reste, de l'hominoïde à l'hominidé, à l'homininé, à l'homo, et puis déclinaison de l'homo habilis, agaster, etc. N'y a-t-il pas là effectivement un effet fatal de lissage vis-à-vis de ce phénomène successif d'apparition ou d'émergence et ce qu'il a d'inouï, à la fois d'accidentel et d'inventif? Car effectivement, la difficulté devant laquelle nous met la pensée de l'évolution,
c'est comment articuler l'enchaînement et le décrochement. Il y a à la fois l'un et l'autre, enchaînement, continuité, et en même temps décrochement. Car il a fallu d'abord que ce pré-humain sorte de la cohérence et coïncidence précédentes, par exemple selon laquelle il se tenait pendu aux branches, pour qu'il puisse se hasarder dans ce qu'il va déployer en nouvelle adaptation, la ressource de marché qui désormais le singularise. Est-ce que cette adéquation nouvelle, au milieu, n'a pas été précédée par conséquent par un débordement qui d'abord est un déboîtement, out of joint, par lequel ce préhumain s'est hissé hors de l'adéquation antérieure qu'il en vient finalement à abandonner? Est-ce que cette adaptation, autrement dit, n'a pas été précédée par une désadaptation, ou mieux, parce que des paléoanthropologues nomment ex-aptation, le contraire de adaptation, ex-aptation. Concept qu'il me faudra reprendre, quitte à le reconfigurer. La sortie de l'adaptation précédente, à partir de laquelle de nouvelles potentialités peuvent voir le jour et s'essayer. Il me semble, vous voyez que notre rencontre n'est pas rhétorique ici, hein. Il me semble qu'on ne pourra rendre compte d'un tel phénomène d'émergence sans considérer que c'est par détachement vis-à-vis de la coïncidence précédente, de son adéquation-adaptation, autrement dit par désolidarisation vis-à-vis de sa fonctionnalité, de sa normalité, que se dégage, se promeut un jeu inédit de possibles, d'abord si risqué, mais qui se trouve ensuite de mieux en mieux investi et exploité. La difficulté sur laquelle bute la théorie de l'évolution, on le sait bien, telle qu'on l'a longtemps présentée, est en effet d'accorder continuité et rupture. Car d'une part, on constate décrochement et bifurcation. Du complètement nouveau, inédit apparaît la bipédie, le langage, la pensée. Or, le concept d'évolution est en peine, par la continuité qu'il sous-entend, d'éclairer le détachement d'où peut venir cette émergence. Mais d'autre part, nous n'avons toujours affaire qu'à du processuel. Et l'introduction d'une rupture, en brisant l'enchaînement filiation, n'est pas acceptable. Or, décoïncidence, en tenant associé détachement et déroulement, assure la continuité processuelle de ce qui se manifestera néanmoins résultativement d'un tout autre ordre. Mais cette question, qui est celle du matérialisme non réducteur, d'un tout autre ordre, montre comment une possibilité qui se révélera in fine radicalement nouvelle se fait jour par désolidarisation interne intervenant graduellement vis-à-vis de l'ordre précédent et de sa cohérence. Je voudrais illustrer par 2-3 points. D'abord, pour dire les choses comme ça, en vrac ou à la louche, montrer comment c'est de la décoïncidence que provient la conscience. Et ensuite de faire de la décoïncidence une notion éthique qui puisse aller de pair avec l'existence, se tenir hors, comme promotion de l'humain. De la décoïncidence vient la conscience, me conduit donc à distinguer deux facultés, l'esprit et la conscience. Car la vocation de l'esprit, c'est de coïncider. D'où cette formule définissant la vérité durant tout l'âge classique, que la vérité, c'est l'adéquation de la chose et de l'esprit. Adequatio rei et intellectus. Mais justement, je pense qu'il faut désudariser la conscience de l'esprit pour comprendre cette chose que nous savons si mal dire dans notre langue, que d'autres langues disent beaucoup mieux. Et que dit notamment fort mal le français quand on dit prendre conscience. Ou quand on dit réaliser, le fameux to realize de l'anglais, dont vous savez que l'introduction en français a été jugée suspecte. Mais que signifie prendre conscience? C'est justement par détachement de l'activité de la conscience par rapport à celle de l'esprit, eh bien, opérée par décoïncidence. Donc, risquons-nous à opposer ces deux facultés, l'esprit et la conscience. Cela à l'encontre, évidemment, de la définition classique de la conscience, définition intellectualiste, celle, par exemple, de Hegel, n'est-ce pas, quand il dit que la conscience, c'est l'être-là immédiat de l'esprit. Unmittelbare Dasein des Geistes. Car l'esprit est capable de coïncidence, ou plutôt, c'est là sa vocation.
L'esprit est l'outil intellectuel de la coïncidence. Je dirige mon esprit vers, je fixe mon esprit sur, je suis par mon esprit tel phénomène qui arrive ou tel raisonnement. Mon esprit s'y applique. Il se concentre et est attentif. Or, la conscience n'est pas instrumentale. Elle ne se fixe pas ni ne se dirige. Elle n'est pas susceptible d'attention et par conséquent d'adéquation. Ou bien encore, l'opération propre à l'esprit est de connaître. Et la connaissance se forme par entrer en conformité, l'esprit coïncidant avec la chose, ce qui est la définition résultative de la vérité. Or, l'activité de la conscience n'est pas de connaître, elle n'est même pas de se représenter, comme le fait instrumentalement l'esprit, mais elle est de prendre conscience. To realize. Réaliser. Réaliser, c'est quoi? Quand je dis « Ah, je n'arrive pas à réaliser ». Réaliser, c'est réussir à intégrer cela dans sa pensée, est-ce seulement dans sa pensée, comme faisant partie du réel réalisé, ou même comme étant, en dépit de ma difficulté à l'admettre, le seul réel. Réaliser quelque chose qu'on sait. Par exemple, un ami est mort, je le sais, mais je n'arrive pas à réaliser. Et là, vous voyez le divorce entre les deux. Mon esprit le sait, je n'arrive pas à réaliser. Il faudra donc veiller à ne pas laisser se prendre conscience, avec ce que celui-ci implique de divorce et d'effraction, se dissimuler sous l'opération coïncidente et normalisée de l'esprit. Car que la vocation de l'esprit soit la coïncidence, c'est ce que dit élémentairement son exigence comme évidence. L'évidence, telle qu'on l'a définie de Descartes à Husserl, c'est le parfait recouvrement de l'esprit et de la chose. Ou comme dit Husserl, stimmende Deckung, le recouvrement parfait, adéquat. Alors, si la philosophie n'a pas su rendre compte, parce qu'elle pense sur la modalité de l'évidence, si elle n'a su penser que la coïncidence de l'esprit, la vérité comme étant l'adéquation de la chose et de l'esprit, c'est pour ça que je me suis tourné vers les romanciers, vers la littérature. La littérature, vous savez, a comme vocation de récupérer ce que laisse tomber la philosophie. Nous pensions avant, nous philosophes, que la philosophie recouvrait le champ de la pensée. Depuis, nous sommes devenus plus modestes. Nous avons compris que l'art pense, que la poésie pense, que le roman pense. Et même que, pour reprendre la formule de Hegel, la philosophie se lève tard, n'est-ce pas, du soir, la chouette de Minerve. J'espère pas trop tard. Mais en tout cas, elle vient après. Vous voyez, Merleau-Ponty vient après Cézanne. Et donc, c'est naturellement que je me tourne, non pas pour illustrer, mais pour éclairer mon propos dans le roman, en tout cas le roman proustien. Proust ne cesse de nous montrer comment la conscience ne peut pas coïncider, ou comment c'est en décoïncidant qu'elle prend conscience. Je pourrais citer, je l'analyse dans mon petit livre, quand le narrateur assiste à la représentation de Phèdre jouée par la Berma, il ne peut pas coïncider, en dépit de son désir de le faire. Ou quand il écoute la sonate de Vinteuil. Et plus précisément, on pourrait dire, oui, mais ça c'est du dehors, le spectacle, la musique. Mais il montre comment, quand la conscience coïncide avec elle-même, elle ne peut plus prendre conscience. Notamment, il nous dit, quand nous avons rêvé d'un bonheur et que ce bonheur arrive, nous ne pouvons pas éprouver ce bonheur, parce que l'un recouvre l'autre. Je vous cite la phrase de Proust, parce qu'il introduit le terme de coïncidence, justement. Je cite Proust, c'est dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je cite, « Mais dans ces coïncidences tellement parfaites, quand la réalité se replie et s'applique sur ce que nous avons si longtemps rêvé, elle nous le cache entièrement, se confond avec lui comme deux figures égales et superposées n'en font plus qu'une. » Vous voyez que Proust réfère au concept premier de coïncidence, le recouvrement d'une surface par l'autre, concept géométrique, pour montrer que quand la coïncidence s'accomplit, la conscience se perd. Je livre ça aussi aux psychanalystes. Épisode marquant dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur rêve d'avoir un rendez-vous avec Gilberte, qu'il pensait impossible. Et puis un jour, il reçoit une lettre où Gilberte lui propose un rendez-vous. Et il voit la signature de Gilberte, il voit son papier en tête, c'est donc bien là, son esprit le sait,
Or, il ne peut pas réaliser. Je cite la phrase de Proust. Avec une vitesse vertigineuse, cette signature qui atteste le fait qu'il voit bien que c'est signé par elle, cette signature sans vraisemblance, jouait aux quatre coins avec mon lit, ma cheminée, ma chambre. Tellement il y a une sorte d'ébranlement par quelque chose qui lui tombe dessus et qu'il a compris, Gilbert qui a écrit, il a un rendez-vous, mais qu'il n'arrive pas à réaliser. To realize. Je signale ça parce que je crois que c'est par là qu'on peut comprendre ce qu'on appelle le zen de la tradition chinoise et japonaise. Le terme est japonais, mais la chose est chinoise, et qui a été recouvert par tant de sottises exotiques, mystico, antirationalistes par nous, n'est-ce pas ? Or, je crois que le zen, c'est justement cette opération, cette stratégie qui est de prise de conscience, à l'encontre de la coïncidence de l'esprit. Donc le zen, c'est cette stratégie de décoïncidence pour prendre conscience et donc ébranler les coïncidences tissées, apprêtées par l'esprit et sa forme d'évidence. En tout cas, c'est comme ça que je voudrais le considérer. Parce que le zen, ce n'est pas une chose parmi d'autres comme ça, un peu saugrenue. Il y a une intelligence de cela, une cohérence du zen qu'il faut donc essayer de comprendre. Et qui tient, je crois, à ceci, c'est comment le zen nous enseigne comment c'est par des coïncidences que nous vient la conscience. Comment c'est seulement en se désolidarisant brusquement, je dis bien brusquement, du régime d'adéquation de l'esprit qu'on peut prendre conscience de quoi ? Parce que le zen appelle ainsi, l'insi des choses. Tatata en sanskrit, vous savez, ça vient d'Inde, Genju en chinois. Comment peut-on prendre conscience que c'est ainsi, que c'est effectivement ainsi, l'effectif de l'insi ? Et l'effectif de l'insi, dans la tradition bouddhique, c'est que le Bouddha est en moi. Le Bouddha n'est pas dehors, ce n'est pas un dieu, non. Nature de Bouddha. Cela donc en déprenant par surprise la conscience de l'enchaînement continu de l'esprit qui ne peut toujours qu'expliciter et expliquer davantage, et donc faire barrage à cette saisie directe. Si du « comme ça authentique », pour reprendre le terme chinois, il est suspecté qu'il soit toujours déjà apprêté comme objet de l'esprit, c'est seulement par déroute de l'esprit, seule possibilité qui reste, que la conscience affranchie pourra accéder à cet ainsi effectif. Le zen est cette entreprise stratégique qui vise au désarroi de l'esprit pour faire sortir de son régime apprêté d'adéquation. Je vous donne un exemple. Il y a un moine, un maître célèbre, qu'on a appelé Tujje, celui qui lève le doigt. Chaque fois on lui pose la question de fond, pourquoi le Bouddha pointe le doigt. Et il a un disciple qui se dit, c'est facile, voilà, chaque fois que vous posez une question, je lève le doigt. Le maître lui coupe le doigt. C'est violent. Et quand le disciple va vouloir de nouveau lever le doigt, il se rend compte qu'il a le doigt coupé. Et là, il saisit. Il saisit quoi ? Il saisit justement brusquement, il prend conscience, il réalise qu'il peut rompre le régime apprêté de l'esprit, d'adéquation et de coïncidence, et lui, voulant coïncider avec l'enseignement du maître, non faisant comme le maître. Parce que la coïncidence, ce que je voudrais montrer, c'est que cette adéquation par adaptation est toujours une sorte de conformisme. Mais là, il est obligé de prendre conscience de quelque chose qui lui échappait jusque-là, et qui était cet ainsi qui surgit ou qui émerge. Émergence de l'insi. C'est pour ça que dans l'enseignement du zen, vous le savez, aux disciples qui interrogent, le maître, au lieu de répondre à sa demande, et donc d'entrer en adéquation avec cette question, secoue ses manches, lui tourne le dos, fait quoi, ou lui assène un coup de bâton. Toute forme de réponse non coïncidente par rapport à ce qui était attendu, mais qui peuvent aider à prendre conscience. Alors, cela me conduit... Vous me laissez encore combien de temps ? Non, parce que mon sujet est... Bon. Vous m'avez fait un quart d'heure. Vous avez lâché un quart d'heure, alors... Bon, alors, vous l'avez dit, donc je m'y tiens. Non, parce que je viens vers le point le plus difficile. Excusez-moi ce propos, j'espère qu'il ne vous paraît pas trop abstrait ou abscon. Vous savez, la philosophie, c'est décoller pour essayer de réatterrir. Si possible, réatterrir un peu plus loin. Mais ce qui est en vue, c'est bien l'expérience.
Simplement, nous faisons le choix, nous philosophes, de cet outil du concept, donc de l'abstraction, donc qui implique un certain effort de détachement pour ensuite s'y retrouver à meilleur escient, de façon plus rigoureuse, par le biais du concept. Donc là, j'en viens à la question plus difficile, après je vous promets ça, je redescends la colline, qui est celui du négatif. Parce que dans des coïncidences, c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, quelle place? On ne peut que nécessairement y arriver. Sinon, c'est la philosophie, disons, des médias, du marché des idées. Bon, écoutez, alors j'y vais. Merci de m'encourager. Bon. Dès qu'on parle du négatif, il y a une pensée qui s'impose, c'est celle de Hegel. Puisque Hegel a fait cette... Jusqu'à Hegel, au fond, on mettait le négatif dehors. C'est encore l'attitude de Spinoza. La pensée du conatus, c'est une pensée de la solidité de l'être. L'être n'est pas fissuré pour Spinoza. Au contraire. Hegel est donc celui qui... Mais Hegel, c'est un commentaire de Jean, que je citais précédemment. N'est-ce pas ? Au fond, la dialectique, elle vient de là. Il ne faut pas oublier ce qu'était le Stift de Tübingen, où il s'est formé. Mais le grand mérite de Hegel, c'est d'avoir fait entrer le négatif dedans, dans le sujet. C'est lui qui le fait. Donc, d'avoir évoqué ce manque intérieur, Mangel, dit-il, cette inégalité de soi avec soi. C'est ça que porte Hegel, l'inégalité de soi avec soi, Ungleichheit. Et de voir dans cette inégalité de soi avec soi le moteur du mouvement, das Bewegende. Donc, importance majeure de Hegel dans l'affaire, mais je voudrais vous montrer simplement rapidement comment le concept de décoïncidence se décale de Hegel. Puisque Hegel pense le caractère positif du négatif, ce négatif donc de l'inégalité de soi avec soi, mais positive parce qu'elle met en mouvement et donc fait passer de la substance, comme il dit, au sujet. Cela dit, Hegel reste dans une vision classique de la vérité. Dans le grand récit de la phénoménologie de l'esprit, au fond, la conscience accède à une coïncidence, une figure adéquate de la vérité, puis se rend compte qu'elle n'est pas tenable, et donc doit quitter cette coïncidence-là, cette adéquation acquise, pour se remettre en travail et accéder à une nouvelle figure de la vérité qui elle-même va se découvrir insuffisante et va devoir à nouveau chercher jusqu'à trouver la coïncidence finale du savoir absolu. Mais vous voyez que Hegel, au fond, reste dans une conception classique de la vérité qui est celle de l'adéquation. Alors, ce qu'il montre, c'est comment la conscience, comment ces adéquations successives à laquelle la conscience parvient ne sont pas tenables. En fait, dissimulent une inadéquation qui va donc faire que la conscience va devoir quitter cette adéquation à laquelle elle tenait pour essayer d'accéder à une autre qui elle-même va être défaillante et ainsi de suite s'élever dans le chemin vers la vérité. Mais donc, Hegel en reste, il pense comment la conscience se forme dans cet itinéraire, ou comme on dit, ce chemin de croix d'accès à la vérité, mais il en reste une conception de la vérité comme adéquation. Or, ce que je voudrais montrer ici, c'est que dans ce que j'essaie d'organiser autour du concept de décoïncidence, ce qui est au départ de ce mouvement interne, ce n'est plus l'inadéquation, comme dans la conception traditionnelle de la vérité, qui est encore celle de Hegel, mais bien l'adéquation elle-même, en ce cas-là de coïncident et de satisfait. Au fond, ce concept de décoïncidence, j'essaie de le promouvoir pour dire ceci, pour voir comment il met en lumière que c'est de l'état même d'adéquation précédent et du fait même qu'il y a là adéquation-adaptation que résulte nécessairement un tel mouvement de désadéquation et de désolidarisation. C'est-à-dire, oui, excusez-moi, c'est un peu délicat, je vous demande un peu d'attention.
c'est-à-dire où se défait d'elle-même cette adéquation qui sinon se sature, se suffit, se stabilise et s'immobilise et aboutit à l'inertie. Il revient donc à ce concept de la décoïncidence, non seulement de dégager la teneur positive de ce négatif, conduit à relancer de lui-même tout processus, comme chez Hegel, mais aussi de faire apparaître qu'elle est ainsi positive en ce que l'adéquation qu'elle défait s'avérait effectivement négative du fait de sa positivité même. Je reprends ça. Vos regards sont perplexes, me portent à préciser. Bon, il y a un petit moment de logique, mais je vais essayer de m'y livrer, et si ce n'est pas clair, bien on essaiera de progresser. La décoïncidence nous conduit donc en ce point crucial, mais non apparent, d'inversion. En ce point où le retournement est d'autant plus opérant qu'il ne se laisse pas repérer. C'est-à-dire, en ce point où la négativité d'arrachement et de désolidarisation interne, devient positive du fait même que la positivité qu'elle défait, en tant qu'adéquation, adaptation, est devenue subrepticement négative. La décoïncidence est donc éclairante, en ce sens qu'elle fait apparaître la positivité négative du positif. C'est un peu dialectique. Ou disons, en quoi c'est la positivité, mais il faut comprendre, positif, la qualité du positif, c'est la positivité, mais la positivité, c'est la perte du positif. Voilà, c'est ça. Pensez ce qu'est une religion positive. Bon, voilà, ça le dit, l'histoire positive. Ou disons, en quoi c'est la positivité, comme donc qualité, propriété installée du positif. Donc, rigidifié, sclérosé, enfin tout ce que vous voulez. En quoi c'est la positivité qui, en tant que caractère reconnu positif du positif, est le véritable négatif. C'est-à-dire que s'inverse nécessairement en négatif le fait que le positif, quel qu'il soit, s'accorde à bon droit avec lui-même, devient solidaire de soi, c'est-à-dire coïncide adéquatement avec soi et par là sombre en positivité. Bon, le Dieu de Jean, c'est ça à mon sens. La positivité nomme ainsi le négatif qui se trouve impliqué dans tout positif. Et cela non par défaut, mais précisément en tant qu'il est positif et s'impose en normalité qu'il ne se laisse plus inquiéter et ne travaille plus. Suis-je clair? Bon, pas tout à fait sombre, c'est bien. Or, c'est précisément cette positivité de la coïncidence-adéquation que défait la décoïncidence, et c'est à quoi celle-ci doit sa vertu. Vertu de la décoïncidence. Alors, exemple, maintenant j'illustre cela. On le vérifie à loisir sur un mode existentiel et dans l'expérience. Exister, j'y reviens, exister, pour le définir de plus près, ce sera réussir à se tenir hors de la positivité du positif. Car toute adéquation, adaptation qui s'instaure est portée du même coup à s'installer, et s'installant à s'enclore et se satisfaire dans sa conformité, à coïncider, et par là à se perdre dans ce cas de limitant, saturant sa coïncidence. Seule une décoïncidence, désolidarisant le soi de cette coïncidence avec soi, peut sauver ce soi, promis sinon à l'inertie. Vie du sujet, qui, coïncidant avec soi-même, comme avec son monde, en suivant le train ordinaire de sa vie, laisse sa vie s'enliser. Vie du couple, une fois marié. Ou bien dans l'histoire, la religion positive. Le concept de décoïncidence éclaire ainsi comment le négatif, de façon strictement immanente, est promoteur, mais sans prétendre pour autant, trop commodément, c'est-à-dire dialectiquement, produire un dépassement. C'est là, vous voyez, je sors de Hegel, parce que Hegel nous installe à partir du négatif moteur dans une vision de dépassement et de progrès. Et c'est pour ça que je préférais à progrès promotion. Prenez l'histoire de l'art. Il n'y a pas de progrès de l'art. Les peintures de Lascaux sont parfaites. Mais il y a promotion, il y a renouvellement, il y a émergence et réémergence. Donc il nous faut, je crois,
Pensez comment, dans la décoïncidence, le négatif, il procède de l'ordre précédent, en ce que celui-ci est arrivé à complétion, saturation, mais non de ce qu'il se révélerait erroné. C'est là que je me sépare de Hegel. En ce qu'il s'affiche désormais tout au contraire, complètement adéquat et adapté. Donc c'est le fait qu'il soit complètement adéquat et adapté qui fait sa positivité, mais qui fait sa mort. Mais ne faisant plus que coïncider, se meurt. Donc en quoi la décoïncidence est exploratoire, ouvre sur l'aléatoire, c'est pour, voyez, rendre possible le concept d'émergence. Exploratoire, ouvre sur l'aléatoire, sur l'inventif, sur ce qui ne se trouve pas déjà prévu ou impliqué, je crois que c'est ce que vous disiez, sur ce qui peut aussi bien s'amorcer qu'avorter. Tous les artistes le savent. Ça peut marcher ou pas marcher. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. En quoi elle ouvre une liberté, en quoi elle ouvre sur ce qu'elle appelle l'existence. Ce qui me conduit, rassurez-vous, c'est la fin, pas la fin de mon livre, mais la fin de mon propos d'aujourd'hui, pour penser une éthique de la décoïncidence. Si vivre, déjà, en soi, et décoïncider, exister, promeut cette décoïncidence en exigence. Décoïncider, en effet, parce que cela suppose d'insatisfaction et d'arrachement vis-à-vis de l'adéquation et de l'adaptation précédente, en soi, est promotionnel, comme on le constate déjà concernant l'évolution de la vie. Or, c'est bien cette capacité de décoïncider, d'avec soi comme d'avec son monde, qui, dans cette décoïncidence majeure ouverte avec la nature, se promeut effectivement dans ce qui devient l'homme en existence. L'homme ne fait plus seulement que vivre, il peut vivre en existant, et comme on l'a dit, formule courante, seul il existe. Exister, c'est donc promouvoir une telle capacité de décoïncidence en valeur éthique, mais sans pour autant que celle-ci soit ascétique. En quoi, d'une part, la capacité d'existence prolonge celle même qui est à l'œuvre dans la vie. Aussi l'éthique n'est plus prescrite du dehors et imposée de force à la vie. Elle se garde de la facilité, du moralisme. Et tout ce qui a été le discours moral, qui a été donc d'imposer la morale à la vie, et qu'a dénoncé Nietzsche, n'est-ce pas ? Mais en quoi aussi exister, en décoïncidant avec la naturalité du vivre, peut ériger ce qui n'est au niveau du vivre qu'une condition élémentaire, en vocation de l'humain, et se détache ainsi, de même que du moralisme, de tout basculement inverse dans le vitalisme. Et mon affaire, c'est d'essayer de penser l'éthique hors du moralisme, mais aussi hors du vitalisme. Hors du moralisme, Nietzsche nous y aide, mais il tombe dans le vitalisme. La fameuse volonté de puissance, etc. Que signifie exister ? Je l'ai dit, exister, littéralement, se tenir hors, dans le latin théologique, existere. Hors de quoi ? Je dirais hors de la coïncidence. C'est-à-dire hors de la coïncidence et de son enfermement par adéquation dans ce qui s'adapte en un monde. Exister, autrement dit, c'est promouvoir la décoïncidence propre au phénomène de la vie jusqu'à pouvoir se tenir hors de l'enfermement dans l'évolution par adaptation où d'ordinaire se maintient la vie. Il peut se tenir seulement dans le monde, de l'adaptation vitale, en se limitant à son environnement, ce qu'on appelait Heidegger l'Umgebung, n'est-ce pas ? Comme le font tous les autres vivants, eux qui n'en sortent pas. Si seul l'homme existe, pour prendre la formule classique, comme on aime à le dire, c'est que seul ce qui est devenu l'homme, c'est-à-dire c'est promu en homme, par sa décoïncidence ouverte avec le monde, peut se tenir hors de son appartenance en un monde. C'est de là que je vois la liberté de l'homme. La liberté a son ancrage, disons, empirique, réel, effectif, dans cette décoïncidence que le Kinamen de Lucrèce, comme cela, déjà signalé. Si donc on ne pense pas à une liberté métaphysique, projetée ou postulée, impliquant donc ce que vous dénonciez, à savoir le dualisme, parce que c'est comme ça que la pensée à la liberté s'est déployée en Europe, Kant y compris, c'est-à-dire en coupant le monde en deux, un monde naturel, donc de la causalité, et puis un monde autre, n'est-ce pas, nouménal, on l'appelle comme on veut, mais échappant
à cette causalité physique. Si on refuse ça, ce qui me paraît le fait majeur de la modernité, alors comment prendre compte de la possibilité effective ou de l'émergence de la liberté? Mais je dirais que la liberté effective est celle d'un sujet qui, s'affirmant, le sujet, qui s'affirmant de ce qu'il s'ouvre une brèche, autant qu'il s'ouvre une brèche, dans la clôturation et l'intégration qui font l'adéquation, adaptation en un monde, c'est-à-dire autant qu'il décoïncide par exaptation de ce monde, peut effectivement se tenir hors d'un tel conditionnement en ce monde, peut s'ouvrir une marge, toujours relative bien sûr, mais s'ouvrir une marge au sein même de ce monde, ou se tenir hors du monde, en n'en subissant plus la détermination opaque, promouvoir ainsi son initiative et proprement exister. Bon. J'ai dit que le premier récit d'Adam et Ève, à mon sens, déjà dit cela, pour rendre compte de ce qui est, à mon sens, la contradiction féconde qui fait l'humain, et là je crois que je vous rejoins encore, l'humain en tant qu'immanent existant. C'est comme ça que je définirais la condition de l'homme. Immanent, immanence, demeurant dans le monde. Il n'y a pas d'autre monde. Donc, s'il n'y a pas d'autre monde, nous sommes immanents au monde, demeurant dans le monde. Mais en même temps que nous demeurons dans le monde, nous pouvons exister. Nous pouvons. C'est là qu'il y a une dimension éthique. Nous pouvons exister. Demeurant dans le monde, nous pouvons nous tenir hors du monde, c'est-à-dire hors de la clôture, de l'enfermement, dans cette adéquation solidifiée qui constitue le monde. Alors je montrerai et par rapport à soi et par rapport à l'autre. Dans le rapport à soi, dans le rapport à l'autre. Dans le rapport à soi, c'est la capacité à... Alors, il y a une phrase qu'elle dit magnifiquement, c'est Socrate à son dernier jour. 5 minutes encore 4. Non, je suis dans la conclusion, là. Rassurez-vous. Socrate, vous savez, qui est la dernière scène, quand il aurait pu s'échapper, Socrate. Il pourrait même retarder un peu le temps de boire la ciguë. Mais il dit non, il ne veut pas rester englué dans la vie. Formule très belle. Glykomenos tout zen. La traduction française abîme ça, mais c'est glykomenos tout zen. Coller à la vie. Voilà. Ne pas coller à la vie, c'est ça, exister. Ne pas coller, ne pas être englué dans cette adéquation, adéquation qui, au niveau du vital, devient adhérence vitale. Hein. Ne pas être glykomenos tout zen. Et préférer, et là, Socrate existe. Alors qu'il pourrait continuer à vivre comme ça, il aurait pu s'échapper, fuir, il aurait pu... Bon, non. La décoïncidence existentielle me paraît, disons, dite comme ça, promue par Socrate en capacité éthique. Donc, par rapport à soi-même, c'est donc ce que j'appelle désenlisement, désenliser sa vie. Dans son rapport à soi-même, décoïncider avec soi, ce sera décoïncider du rapport d'adéquation-adaptation qui aboutit à la sédimentation d'un soi, se sclérosant dans ce qui fait son caractère. La vocation du sujet existant est de retrouver son initiative vis-à-vis de ce soi, s'enfermant en son monde comme en son habitus, ne sortant plus de l'ornière d'un tel soi devenu égal à lui-même, de ce soi adéquat à soi dont on n'est plus capable de sortir, n'est-ce pas, ou de faire saillie. Par accord, donc, qui se fige et s'enlise. On peut comprendre, selon cette... Je dirais, ce qu'on appelle le mal, au fond, le mal dont on fait une notion morale ou voire métaphysique, ce qu'on appelle le vice ne vient de rien d'autre, à vrai dire, que de ce que le moi ne désadhère plus de ce qu'il est devenu, par accord qui se fige, mais s'y enlise. Je pense dire qu'une cure analytique, telle que je la vois, c'est justement essayer d'opérer une sorte de décoïncidence par rapport à ce qui s'est figé dans qui fait trauma, enfin. Donc, opérer, amorcer une décoïncidence par rapport à quelque chose qui c'est tellement adéquat, tellement adhérent, que on y est bloqué. On peut comprendre, selon cette coïncidence intérieure, normalisée, donc cette coïncidence qui se fige, qui se bloque et ne se laisse plus fissurer, jusqu'à la monstruosité ordinaire des gardiens des camps. Apprendre à se quitter et se désolidariser de soi-même, en revanche, à ébrécher la coïncidence qu'on entretient avec soi, dans laquelle on se conforte et se complaît avec soi, et par suite se maintenir dans une transformation continue de soi-même, est la condition, et je crois l'unique, d'une promotion du sujet. Dans le rapport à l'autre, l'éthique de la décoïncidence sera logiquement la seule façon de maintenir l'autre en tant qu'autre, au lieu de l'aliéner à soi.
Oui, bah c'est comme ça que je pourrais lire le fameux « Il n'y a pas de rapport sexuel » de Lacan. Moi, je comprends comme... c'est la décoïncidence. Il n'y a pas de rapport sexuel. Hein. Je pourrais lire deux choses, en fait. Le « Il n'y a pas de rapport sexuel » de Lacan et puis le visage de Lévinas, qui n'est pas de ce monde. Quand Lévinas nous dit « le visage n'est pas de ce monde », il fait signe vers l'existence. Donc la formule de Lévinas, celle de Lacan, on peut les croiser. Elles disent, je crois, toutes les deux, cette vertu de décoïncidence, et qui, dans l'expression de Lévinas, le visage n'est pas de ce monde, le visage de l'autre n'est pas de ce monde, donc nous porte à l'exister, à se tenir hors de la clôture de ce monde, nous aide à penser ce qu'est le rapport à l'autre, me semble-t-il. De là que si la décoïncidence s'élève en principe éthique de la vie à deux, ce n'est pas seulement qu'il faut, par hygiène du couple, se déshabituer de l'autre, rompre l'accoutumance avec lui, comme dit Montaigne, se quitter et se reprendre à secousses. Vertu du voyage, on oublie l'autre et après on le retrouve à nouveau. Non, ce n'est pas seulement ça, même ce n'est pas vraiment ça. Mais si bien qu'il faut décoïncider de soi dans son rapport à l'autre, autrement dit, de son adéquation, adaptation de soi à l'autre ou de l'autre à soi, c'est-à-dire savoir rompre l'adéquation, adaptation à l'autre dont se conforte le soi et qui fait qu'il ne peut plus rencontrer l'autre. Oui, j'oppose diamétralement relation et rencontre. La question, c'est de faire comment la relation, quand elle s'instaure, demeure rencontre. Demeure donc rencontre de l'autre. Et non pas aliène l'autre en le faisant rentrer, en l'intégrant dans une adéquation à soi. L'adéquation, adaptation à l'autre dit la positivité, et je vous l'ai dit négative, de ce qui s'institue et se normalise en relation. Or, la relation est la rencontre qui ne se renouvelle plus, en quoi la rencontre est perdue. C'est-à-dire que la rencontre, où l'autre émergerait encore en autre, en ouvrant une dimension d'infini dans la clôture et l'intégration qui font monde, le monde de la vie du couple, désormais devient impossible. Bon, j'avais beaucoup d'autres choses à faire, mais j'ai compris que vous vouliez que j'arrête, donc j'arrête. Monsieur François Julien, merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que nous voulions que vous arrêtiez, mais nous y sommes contraints, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vous avoue d'ailleurs qu'à peu de choses près, nous avons le choix entre supprimer la pause ou bien poser des questions. Hein, voilà où j'en suis. Alors je suis bien embarrassé avec ça parce que je crois qu'il faudra quand même laisser la pause. Donc j'ai une chose qui me venait en vous écoutant et je vais vous poser la question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui nous pourrions dire que nous sommes plus que jamais dans la haine de la décoïncidence? Mise en garde par rapport au règne de la positivité. Parce que, oui, tout conduit au tout positif, et le marché d'abord, n'est-ce pas? Donc, une sorte d'adéquation de surface, qui fait donc que cette vertu de décoïncidence se trouve recouverte, comme ça, occultée, aplatie, et même ne trouve plus de conditions de possibilité. C'est ça le problème. Donc je pense qu'il faut réaménager en soi, dans son rapport à l'autre, du départ à la décoïncidence. Réamorcer la décoïncidence. Alors je dirais, philosopher, si je devais le définir comme acte, c'est décoïncider. C'est ce que dit déjà Parménide, n'est-ce pas? C'est sortir du convenu, du connu, etc. Mais il me semble que le phénomène même de ce qu'on appelle mondialisation, en fait, tout cela, conduit à penser cette sorte de grande adéquation comme cette sorte de chape, n'est-ce pas, qui recouvre tout. Et avec la fiction du bonheur. Parce qu'évidemment, ce qui est vendu par là, c'est et le marché du bonheur qui s'est installé en France ou en Europe de façon épouvantable, n'est-ce pas, mais qui est un marché. Et ce que d'ailleurs vendent les philosophes d'opinion médiatiques, que je ne citerai pas, c'est de cela qu'il s'agit. Donc ça implique de penser cette éthique de la décoïncidence comme une résistance. Je pense que chaque époque a ses résistances. Je crois qu'il faut penser ce principe de résistance
que j'essaie comme ça d'organiser ou de concevoir sous le terme de décoïncidence. Oui. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à coïncider qu'on peut même plus envisager de décoïncider? Comme je disais hier, pour l'absence-présence, pour qu'il puisse y avoir un bénéfice de l'absence, il faut qu'il y ait eu une présence bien positive chez le bébé. Et est-ce qu'actuellement, on donne aux enfants, aux jeunes, l'occasion d'avoir bien coïncidé d'abord pour pouvoir, et l'adolescence devrait permettre ça, décoïncider et enfin se poser comme sujet? Là, vous pensez à la décoïncidence comme seconde, ce à quoi je résiste. Parce que je ne veux pas de paradis perdu. Je ne veux pas, si vous voulez, de paradis premier qui serait un paradis nécessairement perdu. Je prends un exemple de cela. Quelqu'un qui me paraît illustrer fortement dans sa vie la vertu de décoïncidence, c'est Rousseau. Rousseau. Décoïncidence première, la perte de sa mère à sa naissance. Quelle plus grande décoïncidence que celle-là? Et puis toutes les décoïncidences de David Rousseau, quitter Genève, quitter sa religion, quitter tout ça, et quitter les gens de lettres, etc. Bon. En même temps, c'est ce qui fait l'inventivité de la pensée de Rousseau. Voilà une pensée émergente. Comme on dit souvent, avec Voltaire, un monde finit, avec Rousseau, un monde commence. Mais donc, cette émergence de Rousseau, alors c'est quelque chose qui n'est pas pu dire, donc je vais glisser là, puisque je récupère aussi une minute, c'est donc après, je ne crois pas à la coïncidence première originaire. Ça, je m'en méfie. Elle est, pour moi, mythologique. Par contre, ce que je crois, c'est la recoïncidence, affleurante. Et un très bel exemple de Rousseau, c'est Rousseau allée Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, dans la 5e rêverie. Où il y a un moment, justement, alors qu'il a une vie de décoïncidence acharnée, Rousseau arrive à ce moment alors c'est très temporaire, il n'a même pas déballé ses malles, les livres sont encore là, mais il est dans cette île, cette sorte il peut coïncider parce qu'il y a l'île, parce qu'il y a une sorte de... Il y a eu, juste avant la lapidation de Motier, il a été chassé. Et là, il trouve un refuge. Donc, la coïncidence affleure. Mais qu'est-ce qu'il dit de l'expérience de la coïncidence? C'est là qu'émerge la première fois en français fortement le terme existence. Parce qu'avant, existence signifiait être. Enfin, une fois passé le sens théologique de existere, se tenir hors, exister vient se servir d'appui à être. Être est un tout petit mot, comme dit Heidegger, le plus petit, le plus important, mais le plus petit de tous les mots. Comme dit Descartes, pas ego sum, ego existo. Le verbe exister dit l'être. Et Rousseau invente là quelque chose qui est vraiment une émergence essentielle, c'est le sentiment d'existence. Là, il y a une nouveauté. Or, comment rend-il compte de ce sentiment d'existence? Par le terme extase, qui revient plusieurs fois à la fin de cette lettre. Il dit « mes douces extases ». Or, extase dit en grec ce que dit exister en latin. Extase, c'est se tenir hors. Donc, il dit au fond l'extase comme ce moment d'affleurement, de recoïncidence, mais non pas par repli sur soi, encore moins dans un sens mystique, mais par justement ouverture de soi à l'infini. Et c'est ça qui fait que dans la recoïncidence, il y a une sorte de décoïncidence, mais ouverte sur l'infini, qui fait que c'est par cette ouverture à l'infini qu'on peut recoïncider avec soi. C'est ça que dit, je crois, extase dans cette pensée de Rousseau. Je vais passer avant la pierre. Une seule question, et puis on arrêtera. Alors, je vous remercie vraiment pour votre exposé, parce que je trouve qu'il apporte des lumières et il illustre quand même exactement la coïncidence de vous trois à table, là, enfin, je veux dire, et de coïncidence événementielle, comme vous disiez. Et je voudrais faire référence, si vous voulez bien, à la conversation que nous avions hier soir, où vous me disiez votre difficulté à entrer dans la pensée de Lacan sur la question de la jouissance. Vous aviez l'impression que Lacan émiette la jouissance. Eh bien, il me semble, je vous propose, que l'on pourrait bien comprendre cette démarche de Lacan par rapport à la jouissance exactement dans les termes que vous dites de la décoïncidence. Au fond, ce que Lacan propose, c'est qu'il faut se décoïncider d'une jouissance qui serait toute, qui serait qui serait totalement coïncidente. D'autre part, deuxième chose, très rapidement, c'est une différence que moi je perçois dans votre propos entre le monde, d'où on existe, et la vie. Parce que le monde, ce n'est pas la vie.
hein, et que le monde, c'est déjà quelque chose qui est immanent au sujet. C'est quelque chose que le sujet met en place pour tenter de s'arranger avec la vie, peut-être. Et donc, sortir de ce monde, c'est ça la décoïncidence. Hein. Et c'est ça qui fait vivre. Parce que quand un sujet prend le risque de réaliser cette jouissance toute, cette jouissance coïncidente, l'issue, généralement, concrète, là, ici, c'est la mort. En tout cas, je vous remercie infiniment. Mais je veux dire que si je vous ai posé cette question hier, vous dites un peu mon état d'âme à l'égard de Lacan, oui. C'est parce que c'était la suite de ce travail-ci. Donc j'en suis venu, logiquement, dans mon travail, à passer de cette question de la décoïncidence à celle de la jouissance. Oui. Merci. Merci. Écoutez, un grand merci.